avec l'interactivité, on a l'occasion, mais qui justement peut ne pas être toujours suivie, hein, d'un jeu en extériorité par rapport à ce sentiment esthétique. C'est-à-dire tu es à la fois passionné, mais comme tu peux agir, tu vas un peu moduler et ça va te donner, par rapport, si tu veux, par rapport à l'image, à la fois une espèce de complicité, mais aussi une distance quand même. Donc on a une perception des images à travers l'interactivité qui est quand même assez différente. Pas totalement différente de la perception ordinaire, mais assez différente puisque tu vas avoir un autre type de jeu mental, hein, avec cette fameuse boucle esthétique. Mais alors du coup, dans ce devenir interactif des images, pour reprendre les termes d'Étienne, que tu as examiné, est-ce que tu parles de distance? On aurait pu croire que toucher l'image et pouvoir la modifier, ça donnait une proximité. L'interactivité aurait donné une plus grande proximité, alors tu nous parles de distance dans cette appréciation. Non, mais je parle d'une... Oui, je parle... Mais c'est les deux, si tu veux. Il y a un double jeu, si tu veux. C'est pas parce que tu touches quelque chose que tu vas... Donc, si tu veux, c'est le risque, en fait. C'est le risque des grandes œuvres d'art, c'est-à-dire qu'elles... ou de certains dispositifs, c'est-à-dire ça t'attire, ça t'attire, ça t'attire, tu jouis de ta propre jouissance, tu jouis de ta perception, mais si tu tombes dans cette espèce d'aspiration de gouffre, tu perds tout. Hein, c'est la transe. Hein, c'est la transe et on passe à autre chose. Hein. Mais si tu gardes assez, et ça c'est la culture, ton éducation, de ce que tu es, ta mémoire, etc., qui te met dans un état où tu peux jouer sur cette distance, une distance rapprochée, quoi. Quelque chose d'assez paradoxal. Le concept de technesthésie vise, si tu veux, la relation qu'on a avec les techniques. Hein. Bon, si tu veux, je pense que la pratique de technique, même quand elle est indirecte, nous forme, si tu veux, bon, en gros, si tu veux, pour faire simple, les techniques ne sont pas seulement des modes de production, ce sont des modes de perception. Voilà. Tout est dit là-dedans. Quand tu touches, quand tu prends un crayon, hein, c'est pas la peine d'ailleurs d'évoquer des techniques hyper sophistiquées, quand tu prends un crayon, eh bien, tu vas, si tu veux, induire en toi-même une série d'actes de kinesthèse, hein, pour dire comment ça se passe, qui vont être propres à la manipulation de ce crayon. C'est-à-dire toutes les techniques, hein, produisent en nous donc des constructions, corporelles, sensorimotrices, etc., qui vont être, ça c'est mon hypothèse, qui vont constituer un des soubassements forts de la culture. Et alors, bien entendu, plus les technologies se complexifient, plus ce soubassement prend de l'importance. Déjà dans les années 60, je faisais partie de la Société française de cybernétique et des systèmes généraux, hein, qui regroupait autour du professeur Delpech tous les grands noms qui se sont illustrés dans la suite au niveau scientifique, hein, dans la cybernétique, et quelques artistes, dont Nicolas Chauffer en particulier, que je voyais tous les vendredis du mois pendant des années à la Sorbonne, où se tenait la réunion de la société pendant quelques années. Quels autres scientifiques dont tu parles qui se sont illustrés? Alors il y avait les gens d'IBM, il y avait des architectes, les noms m'échappent un peu maintenant, pas de souci. Mais il y avait toute l'équipe de pointe d'IBM qui était là, qui suivait le truc et qui était à l'époque extrêmement intéressée par ce qui se passait du côté des artistes. Il y avait des musiciens, il y avait des médecins, il y avait des cybernéticiens, il y avait des psychologues, alors des tas de psychologues, des psychanalystes, des architectes. D'accord, très transdisciplinaire. Et tout ce petit monde-là délirait sur les dernières propositions qui nous arrivaient des États-Unis sur le développement de la cybernétique. C'était les années 60. C'était récent. Mais justement, il a fallu... L'explosion cybernétique se faisait à ce moment-là.
Mais est-ce que cette réflexion portait sur les images et sur les dispositifs Ben, ça portait sur tout. D'accord. Ça portait surtout sur des trucs les plus incroyables. C'était les maths, c'était l'architecture, c'était la psycho, c'était l'informatique naissante, c'était tout. À l'époque, il y avait beaucoup de bricolage pour un petit peu de théorie. D'accord. C'est un peu encore le cas. La cybernétique, à l'époque, c'était quand même, il y avait de la théorie, mais qu'est-ce que ça bricolait en informatique aussi. Hein. D'ailleurs, c'est pendant ces années-là que j'ai conçu ces tableaux interactifs qui sont le tableau qui est là, c'est le premier tableau qui était sensible au son. 65, celui qui est là dans l'entrée, dans la pièce. Donc on parlait, on faisait de la musique dans le tableau, et ça restituait en temps réel des combinaisons lumineuses. Si tu veux, mon idée, mais dès les années 60, c'était de trouver une communication gestuelle avec les machines. Ah oui. C'était très net. Je ne voulais pas de discours, je ne voulais pas de dialogue, je ne voulais pas d'interprétation, je voulais la communication la plus kinesthésique et la plus simple possible. C'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion, là ça marchait, ça en était une, et quand j'ai eu l'occasion, bien des années après, grâce à Michel Brett, eh bien on a pu créer la plume, la plume d'abord, les pissenlits, etc. après. Parce qu'avec la plume, on avait une relation par le souffle. Ben, c'était la première fois qu'on soufflait sur une image. Et c'était ça mon obsession, souffler sur une image. Pas de parole, pas de texte, pas de commentaire. Je ne veux pas dire que les œuvres à commentaires soient à proscrire, non, mais c'était ma démarche. Celle de Michel aussi beaucoup, celle de Marie-Hélène. Du coup, la question du corps, du rapport, du corps à corps, voilà, avec l'image, corps et image, alors là, ça passait par le souffle. Il y avait une relation, vraiment une intrication forte, directe, et quand on observait les réactions, on n'a jamais fait d'études sérieuses sur les réactions, mais c'était quand même assez étonnant. Parce qu'on a trimballé ce truc, je sais pas, à travers le monde. Alors les réactions des Japonais, les réactions des Brésiliens, les réactions des Canadiens, les réactions des Italiens, autant de cultures, autant de réactions face à l'image. J'ai eu toujours une démarche double, donc une démarche de pratique théorique et une démarche quand même de réflexion sur ce que je faisais, avec de plus en plus, si tu veux, ces dernières années quand même, si tu veux, une attention vers la théorie. Et du côté des sciences cognitives, en réalité, ou des sciences de la cognition. Là, oui, ça m'a beaucoup aidé, si tu veux. En fait, si tu veux, les sciences cognitives, j'étais en contact avec dès les années cybernétiques, puisque c'était, si tu veux, elles étaient là, les sciences cognitives, elles étaient en germe. Et effectivement, j'ai eu une longue absence, et puis au début des années 80, quand j'ai repris, quand je suis revenu vers les techniques informatiques grâce à la fondation d'ATI, le contact avec mes collègues, et Michel en particulier, je me suis peu à peu remis dans une démarche théorique, en particulier une exploration des sciences cognitives. Là. Parce que j'ai mis 5 ans pour écrire mon bouquin quand même, La nature de l'art. Voilà, qui a pour ambition précisément de rassembler un peu les connaissances cognitives. Je voulais faire un système vaste qui essaye de tirer le maximum donc d'éléments intéressants des sciences cognitives pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans l'art et dans la relation esthétique. Alors justement, peut-être pour revenir au concept qu'on essaie d'interroger dans la revue, tu disais que tu passais de l'attention pour aller à la présence, et que tu ouvrirais peut-être sur l'engagement. Alors, si tu veux, comme ça. L'engagement me semble être un lien entre les deux, parce que donc je ne connaissais pas ce concept qui est assez utilisé. Finalement, c'est la capacité, la volonté d'agir qui est suggérée par une espèce d'affordance
mais ça, je ne sais pas si ça va rentrer dans le... Oui, ça, bien sûr, tout à fait. Une espèce d'informance. Les objets disons peut être utilisés. Hein. La chaise qu'on va voir, hein, elle donne envie de s'asseoir dessus, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Hein. Donc, il y a... Pour moi, l'engagement a été provoqué par la dynamique de l'engagement. Elle tenait justement à cette boucle perceptive, action, action, perception, cette boucle perceptive, tu vois, c'était regarder, observer, jouir de sa perception, prendre du recul et puis recommencer, tu vois. Et ça, c'est une dynamique d'engagement. Hein. Alors l'objectif n'est pas le même, hein, n'est pas le même que dans les jeux, n'est pas le même que dans les, disons, les dispositifs médicaux ou autres, etc. Hein, ça fonctionne très différemment, l'engagement est autre chose. Mais dans le rapport esthétique, je pense que ça peut fonctionner comme ça. On travaille en équipe en ATI, et si tu veux, mes réflexions théoriques venaient en grande partie donc de l'observation que je faisais générale, mais aussi de ce qu'on faisait, de ce que Michel, en particulier, parce que c'est lui qui a introduit le collectionnisme dans les algorithmes génétiques, etc. Donc j'avais un regard là-dessus. Bon, je ne pratiquais pas moi-même ces techniques, mais j'avais un regard, une volonté de compréhension des travaux de Marie-Hélène. Et c'est comme ça, si tu veux, que se faisait une espèce d'osmose où, d'un côté, il y avait une théorie pouvait s'élaborer. D'ailleurs, nous avons signé un article ensemble qui s'appelle « La seconde interactivité ». Une interactivité simple qui était stimulus-réponse. Hein. C'est-à-dire que du côté de l'ordinateur, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Hein. Mais ça permettait quand même beaucoup d'effets. Par exemple, je veux dire, la plume, c'est première interactivité. Hein. C'est-à-dire stimulus-réponse, mais seulement il y a un petit bidouillage derrière, il y a des modèles physiques qui sont utilisés, qui se sont développés d'ailleurs d'une manière assez raffinée. Mais c'était ce style. Avec la seconde interactivité, et au point de vue technique, alors informatique, l'introduction des réseaux neuronaux, hein, du connexionnisme, l'introduction des algorithmes génétiques, font que l'ordinateur va se trouver dans une capacité de réponse beaucoup plus complexe, hein, où il va faire appel à des processus qui ne sont plus des processus issus essentiellement de la physique, mais des processus issus de la vie, algorithmes génétiques, de la connaissance, processus cognitifs, qui sont, entre autres, le connexionnisme. C'est-à-dire on abandonne la première partie du cursus de l'intelligence artificielle qui était penser, c'est calculer, hein, et on est maintenant dans un deuxième horizon qui est penser, c'est vivre. Penser, c'est être en élaction avec un milieu. Penser, c'est s'ébouvoir. Penser, ça n'est pas seulement calculer. On appelait ça la seconde interactivité par rapport à la première, en faisant une analogie par rapport à la première cybernétique, qui est une cybernétique donc de l'information, de la communication, du contrôle. Hein, quand on est passé, et d'ailleurs les deux cybernétiques ont coexisté, mais il y en a une qui a prédominé, hein, c'est celle-ci. On est passé à une cybernétique justement du vivant, de l'autopoïèse, de l'émergence. De l'émergence, voilà. Donc ça et je pense que si on voit l'évolution de toutes ces techniques, qui sont des hypertechniques, des métatechniques maintenant, on ne peut même plus parler de techniques, hein, ce sont des externalisations des processus cognitifs, hein, qui hantent nos machines. Hein. On est au-delà de la technique, d'une certaine manière. On est une fusion technique, langage,
cognition, etc., est de plus en plus serrée. Et justement, cette fusion n'est pas une indistinction, c'est une hybridation c'est une hybridation. Avec des différences. Et un point central dans l'évolution des images qu'on a vues et que tu as observé, c'est l'apparition d'autrui à l'image. C'est-à-dire qu'au départ, on est dans des images relativement figuratives ou même fonctionnalistes pour faire des choses. Réalistes, ou même des interfaces avec des métaphores comme le bureau, la souris, etc. Mais qu'est-ce que justement, si nous on a voulu introduire la question de la présence, c'est aussi pour avoir une prise en compte d'autrui, d'un autre, qui peut être celui avec lequel je communique, ou l'autre qui est l'auteur, ou l'autre qui est le programmeur, mais en tout cas, le fait qu'il y a aussi de l'humanité qui s'interface par les dispositifs. Alors justement, cette question appelle une particularité donc, du mode de vécu qu'on peut avoir à l'intérieur de certains dispositifs de réalité virtuelle, mais plus généralement, dans tout contact avec des images ou des productions artistiques, c'est l'effet d'empathie. L'effet d'empathie, c'est l'effet qu'on a par rapport, en général, mais pas toujours, par rapport à un être vivant ou à un être humain, c'est l'effet qui consiste à se sentir en lui. L'empathie, c'est à la fois une espèce de résonance musculaire, c'est-à-dire on ressent dans le corps de l'autre, et on occupe mentalement le corps de l'autre, et également émotionnel. Toutes les émotions se communiquent, se comprennent par un effet d'empathie. Et une des modalités de la présence qui me semble la plus forte dans tous ces dispositifs, c'est justement les situations où on se trouve face à des avatars ou à des acteurs virtuels. La communication, elle se fait à ce moment-là par cet effet d'empathie. Ceci dit, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'on n'est pas toujours empathique avec quelqu'un. L'empathie peut fonctionner à l'envers et tu peux avoir une répulsion. Mais finalement, c'est de la même nature. Tu vois, c'est dans la même logique. C'est négatif, mais c'est dans la même logique. Donc, à l'heure actuelle, donc si tu veux, le cinéma joue sur avec d'autres techniques, il joue en partie sur ce modèle. Donc pour moi, une des modalités très fortes à l'heure actuelle, c'est justement cette modalité offerte par l'empathie. Médiatisée pour le coup, Médiatisée en l'occurrence à travers des êtres artificiels, mais on peut avoir une empathie pour les robots très forte. Au Japon, il y a toute une culture qui est en train de se construire autour de ce type d'empathie. Bon, alors elle n'est pas née de zéro d'ailleurs, elle épouse déjà une culture qui était la culture empathique par rapport aux marionnettes, aux poupées, etc. Voilà. Oui. Ce travail avec le funambule, c'est Michel Marie-Hélène. Et toi-même. Et Berthoz. Et Alain Berthoz, c'est donc que tu allais. Et Berthoz, qui avait endossé le gypsy, et qui s'amusait comme un gosse avec. Le gypsy, pour rappel, c'est. Et c'était très intéressant. Je ne sais pas ce que vous allez en faire. Peut-être que Berthoz ne sera pas content de ce que je vais dire. Mais c'était très curieux. Parce que là, on s'est bien rendu compte d'une différence entre la recherche scientifique et la recherche artistique. Ah. Parce que Berthoz nous disait, il voyait des gestes finalisés. Et nous, on essayait de lui dire, mais les gestes qu'on fait, ils ne sont pas finalisés. Ce sont des gestes expressifs. Ce sont des gestes qui vont permettre, en l'occurrence, ça jouait surtout sur la danseuse, mais même avec la funambule. Ce sont des gestes qui vont, au-delà du rééquilibrage de la funambule sur sa corde, ce sont des gestes qui vont provoquer chez le spectateur justement des kinestèses, des choses qui ne sont pas de l'ordre pragmatique. Et ça se joue comme ça.
quand le spectateur est avec son balancier équipé donc d'un capteur inertiel, exactement quoi, oui. L'équilibre. Va agir Oui. sur l'équilibre de la funambule. C'est ça qui se passe. Hein. C'est une boucle, une boucle esthétique qui se met en place, et le spectateur, à la fois il essaie de déstabiliser, parce qu'il y a un côté ludique aussi, agone, hein, on va la faire tomber, etc. Mais en même temps, il reçoit, il y a une empathie très forte qui joue. Oui, parce qu'il y a un couplage corporel frontal, direct. Il y a un vrai couplage. Ouais, mais quand tu dis que... C'était quoi le gypsy? Parce que tu parlais du gypsy, rappelle-nous ce qu'était le gypsy. C'est des trucs avec des barrettes. C'était l'ancêtre. Oui. On mesurait les angles. Voilà. Oui. Alors, c'était l'ancêtre de la Maintenant, capture c'est plus souple. la On capture met de des mouvement. pastilles, on met des trucs comme ça. D'accord. Mais à l'époque, ça coûtait très cher. Ce que je constate d'abord, c'est que ce phénomène n'est pas propre aux dernières technologies, et qu'en fait, il y a tout un pan de l'art, figuratif en particulier, qui joue avec des effets de présence. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure la peinture perspectiviste en particulier, qui te fait rentrer par un procédé optico-géométrique, qui te fait rentrer dans l'espace, rentrer mentalement bien sûr dans l'espace figuré, mais tu ne peux rien toucher. Tu as une impression de présence. C'est imaginaire. C'est imaginaire, tu ne peux rien toucher, tandis que la différence est très grande avec un dispositif technologique moderne. Tu rentres, donc non plus mentalement, mais disons virtuellement, hein, on ne va pas dire réellement, tu rentres virtuellement dans l'espace, que tu trouves en général, parce que ces dispositifs peuvent nous offrir des espaces très différents, hein, donc que tu trouves homogène au tien, que le spectateur trouve homogène au tien, et à l'intérieur duquel il va pouvoir se repérer et se sentir, lui, présent. C'est pour ça que je fais, dans la notion de présence, moi, je veux dire, c'est ma proposition, hein, pour le moment. Peut-être qu'elle évoluera, peut-être qu'elle sera critiquée, que je l'abandonnerai, mais si tu veux, pour le moment, après avoir quand même assez réfléchi, je vois la présence m'apparaîtrait sur... D'abord, ça serait toujours présence hic et nunc, hein, présence ici et maintenant, c'est-à-dire à la fois dans le lieu et dans le temps. Donc il faut bien tenir compte que être présent, c'est être dans un présent qui est celui du lieu ou des personnages en face desquels tu vas te trouver s'il s'agit d'une relation de ce type. Donc il y a ces deux aspects de la présence, mais je pense que l'effet de présence peut apparaître sous en fait trois modalités. Une modalité extrêmement importante qui est justement celle de l'empathie, où il s'agit d'une présence en l'autre, hein, c'est la présence du spectateur, du visiteur ou qui se projette par empathie dans l'autre, et d'ailleurs qui se met à la place du point de vue de l'autre, comme dit Berthoz d'ailleurs, qui à partir de ce point-là a une autre vision, hein, que la sienne propre, et avec lequel il va partager une temporalité qui est propre, qui va être propre à la personne, à l'avatar sur lequel il se projette. Donc il y a cette première modalité qui me semble la plus importante, mais je pense aussi qu'il y a deux autres modalités qui sont donc l'une qu'on peut dire la présence en soi, c'est cette impression pour le sujet d'être réellement là, comme on dit, hein, hic et nunc quand même dans l'espace et dans la temporalité. Mais il y a une deuxième modalité qui vient, si tu veux, de l'hu-milieu, et notamment quand ce milieu est habité par des personnages virtuels, des acteurs de synthèse, etc., qui, eux, te donnent l'impression qu'ils sont, eux, bien présents. Si tu vois, il y a une espèce de collapsus entre ces deux modalités, hein, qui participent à l'impression de présence.
Mais si tu veux, il faut qu'il ait l'impression que les gens qu'il a en face, ou même les objets, hein, mais surtout les gens qu'il a en face, est eux-mêmes une présence déjà, alors qu'il s'obtient soit par la justesse des comportements, la justesse de la représentation, mais qui peuvent être aussi, dans le cas des représentations artistiques, totalement imaginaires. Hein. Mais c'est pas parce que c'est imaginaire que ça n'a pas de présence. Parce que des êtres imaginaires qu'on peut rencontrer, bon j'en ai vu, dans ces espaces virtuels, peuvent donner une forte impression de présence. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vois à peu près. Peut-être pour faire le lien avec ce que tu disais avant, tu disais une présence, rentrer virtuellement en présence, mais aussi gestuellement en présence. C'est-à-dire que... Oui, mais quasiment dans tous les cas, voilà. La gestualité et tout ce qui constitue la corporalité, la corporéité du sujet est présente. C'est engagé. Ça se sent, c'est... Précisément même quand on a des impressions mentales, on sait que les impressions mentales, elles se coordonnent, elles s'associent avec des manifestations purement, enfin souvent sensorimotrices, kinesthésiques, etc. Expérience précieuse et qui m'a beaucoup, ça m'a fait beaucoup réfléchir. D'ailleurs, finalement, tout ce que je construis peu à peu, du point de vue théorique, ça vient quand même de mes pratiques, de ce que la manière dont j'ai vu fonctionner ces dispositifs, etc. Et j'ai beaucoup été impressionné par le dispositif de devenir avatar. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce dispositif parce que toi, tu étais habitué à des éléments peut-être proches. Tu sais que j'ai failli tomber. Marie-Hélène m'a rattrapé de justesse. Rappelle-nous cet épisode. J'ai failli tomber. Parce que j'ai été pris de vertige à un moment, après un crash. À un moment donné, je me suis crashé. Et là, j'ai éprouvé ça vraiment d'une manière très, très, très viscérale. Hein. Ça a été très fort. Est-ce que c'était un crash, tu as reçu un météorite ou tu t'es cogné sur la montagne? Je me suis cogné sur une paroi. D'accord. Une espèce de fausse manœuvre. Donc ça prouve que ça marchait. Ça marchait, à un moment donné, j'ai perdu mon équilibre, c'est-à-dire mon oreille interne a fonctionné à vide en fait. Okay. Puisque j'étais dans la réalité de l'univers. De la foire exposition. Ouais. Donc j'ai cette impression quand même très forte et j'ai eu beaucoup de plaisir ludico-esthétique au vol. Alors ça c'était... ça m'a rappelé, chacun fait des rêves où on vole. Hein. C'est une des constantes du rêve, interprété différemment d'ailleurs par la psychanalyse. Et là, j'ai retrouvé cette espèce de libération, et puis aussi de vertige quand même, de peur, parce qu'on sentait, bien que le sol soit assez peu figuratif, hein, c'était un peu un fond assez homogène, quoi. Ça ressemblait un peu à de la terre, vaguement des herbes, etc. Donc c'était pas très réaliste, mais ce manque de réalisme ne m'empêchait pas de sentir la distance, hein, et puis si tu veux, que j'étais vraiment, que j'étais au-dessus et que je reconstituais une espèce d'antigravité. Parce que, bon, là, la gravité, on n'y fait pas attention, heureusement. Et quand on se déplace quotidiennement, c'est comme la respiration. Hein. Mais là, tu fais attention que tu devrais avoir un poids. et en fait, que tu n'en as pas. Et c'est ça aussi qui est une source esthétique, alors une source de plaisir. Seulement, on ne peut pas transformer ça vraiment totalement. On ne peut pas s'apesantir longuement sur ce plaisir. On est obligé de... La boucle s'amorce, hein, mais tu as quand même envie d'avancer. Hein, tu as envie de tourner à droite, d'explorer cet espace.
Ce que peut-être, ce qui m'aurait donné plus justement si tu veux, de plaisir, ça aurait été de voir un balisage des limites. Parce que là, c'était illimité. Et j'ai vu, dans le film que tu m'as envoyé, j'ai vu que tu avais un truc de planche Le surf volant. de surf. Et là je me suis dit, là, ça doit être différent. Ça, c'est l'impression que j'ai eue aussi. Sinon, j'ai été étonné si tu veux, de la présence, alors là, de la présence de quoi, j'en sais rien, mais de la présence intérieure. Hein. Alors là, j'étais là, oui. J'étais vraiment dans l'espace. C'est la première, pour moi, la première modulation de présence. Mais par contre, j'avais pas un renvoi j'avais pas d'empathie à projeter, rien du tout, mais j'avais d'autant plus fortement cette impression. Malgré le fait que tu te vois toi-même de dos, parce qu'il y a... Et oui, voilà. Parce qu'on pourrait se dire que... Oui, je ne sais pas si c'est une auto-empathie. Hein, je ne m'aventurerai pas. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. On a fait des hypothèses sur la conscience comme une auto-empathie. Peut-être. Alors ça, je ne sais pas. Je laisse aux expérimentateurs le soin d'aller un peu plus loin dans la théorisation. Parce que le fait est que par rapport au funambule, qui nous a interpellés au départ... totalement différent. Totalement différent. Mais Différent. Précisément, dans le rapport de dorsalité, parce que nous on parle de dorsale maintenant, de plus en plus d'identification dorsale, dès lors qu'on est en vision à la troisième personne sur un personnage qu'on manipule, on est, voilà, Totalement différent. on est dans une continuité spatiale et corporelle qui fait qu'on peut se projeter directement, comme dans les sports synchronisés. Et là, j'aurais aimé être le surfeur d'argent. Absolument. C'était fait pour ça. On te fera réessayer la version avec la planche. Voilà, c'est ça, oui. Et il me semble que quand tu as eu ce déséquilibre, tu as été déséquilibré, voilà, où c'est Marie-Hélène qui a parlé de ta chute en ski. Absolument, oui. Voilà, parce que c'était effectivement une collision, là aussi c'était une collision. C'est quoi le phénomène? Quel serait le phénomène? Qu'est-ce que tu as... Parce que c'est ça un peu, c'est vraiment cet aspect-là de remémoration, de remobilisation des circuits finalement mentaux, parce que c'est un souvenir. D'autant plus que c'est un mauvais épisode de ma vie, alors j'ai tendance à le mettre de côté, tu vois, le refouler, bien sûr, oui. À l'oublier. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se serait passé alors? Qu'est-ce qui s'est en rapport? Peut-être pour ça que je suis tombé d'ailleurs, je ne sais plus. C'est très curieux. Il faudrait faire. Tu as fait un lien à l'époque ou pas? Est-ce que tu as fait un lien? Parce que là, Non, sur le moment, non. Sur le moment, tu n'as pas fait de lien? Non. D'accord. Non. Ah non, c'est pas toi, je pense que c'est Marie-Hélène qui nous a dit. C'est Marie-Hélène qui a dit. Oui, moi, je ne l'ai pas fait. Sur l'instant, c'est purement corporel. Voilà, j'ai oublié, voilà, et c'est vrai. C'est vrai. Après, je me suis dit, c'est fort possible qu'il y ait un lien, peut-être que même ça m'ait fait tomber. Le rappel du souvenir, t'as déséquilibré. Mais il y avait quand même Marie-Hélène derrière qui me retenait, sinon je serais tombé. Donc j'ai eu une sensation de déséquilibre fort, une sensation forte, comme si j'étais vraiment là, en disant, oh là là, l'impression de force, etc. J'étais très impressionné sur le côté. On est vraiment l'image, hein. On est vraiment l'image. Alors au début, l'impression arrive forte quand on bouge. Hein, auparavant, c'est une image. Bon, c'est déjà, on sait déjà que c'est toi, hein, que c'est toi. Mais dès qu'on bouge, alors là, on est à l'intérieur. Hein, ça, c'est incontestable. Et c'est pour ça que le lien avec l'engagement gestuel, même théoriquement, c'est qu'on peut dire que l'engagement là, il y a un engagement gestuel, corporel, implique une présence. Une attention. Derrière cet engagement, il y a une attention, qui est une exploration de ses propres intériorités. Moi, c'est ça. Parce que j'avais rien à voir. Il n'y avait rien à voir là. C'est aussi. C'est ce que je ressentais. D'accord. Bon, c'est peut-être une déformation professionnelle, être attentif à soi-même, mais c'est ce que je ressentais.
Donc j'avais aussi un recul. J'avais cette double, tu vois, cette double contradiction, là, cette double position. Du plaisir et de l'action et la possibilité d'agir sur ce corps, sur mon corps, hein, et de lui faire des choses que je pourrais pas faire, que je ne pouvais pas faire dans la vie. Et puis en même temps, j'ai une observation. Mais ça, c'est peut-être un peu professionnel. Hein. À moins que ce soit la position fondamentale de l'interacteur, parce que l'interacteur est toujours, quand Weisberg parlait de... Je pense que c'est naturel chez l'interacteur. Ouais, de spectateur. Il se ressemble. Ça fait partie justement d'attention cognitive. Je dirais, le cerveau continue à travailler, il continue à explorer non seulement l'extérieur, mais le dedans. Et ce qui est passionnant, oui, parce que cette action, finalement, en fait, on a des possibilités d'action, donc ça veut dire qu'on doit prendre des décisions, oui. Donc on doit quand même, finalement, avoir une boucle réflexive ben, j'ai fait ça, maintenant, il faudrait que je fasse ça, comment ça va se passer. Donc alors moi, je dis toujours que cette identification dans cette affaire d'avatar, telle qu'on a fait dans le dispositif, c'est par l'action. Oui, l'action. C'est l'action qui vous identifie à vous-même. Avec l'action, tu as la temporalité. Voilà, hein? Absolument. Et là, c'est incontestable. Tu es Iketnunk, là. Tu es dans ton avatar. Mais être dans l'avatar, ça ne veut pas dire seulement être dans son corps, ça veut dire être dans son temps, être dans sa temporalité. Hein? Et justement, dans la recherche de compréhension, enfin, la tentative pour élaborer une compréhension plus juste de ces phénomènes. Tu es allé beaucoup chercher du côté des sciences neurophysiologie, sciences cognitives. Oui, en gros, les sciences cognitives. Et voilà, les neurosciences. Varela beaucoup. Chez Varela, voilà. Et tu parles beaucoup du paradigme de l'énaction. Voilà. Les phénomènes d'énaction, ils sont constants. Et comment tu les caractérises? Pourquoi tu les trouves si pertinents? Parce que c'est fascinant, parce que la construction de l'effet de présence, j'en parlais avec Marie-Hélène justement, parce que tout ça, ça nous a excités. On s'est dit, mais l'effet de présence, c'est peut-être aussi une émergence. C'est peut-être une émergence qui vient d'une espèce de confrontation inactive, hein, entre le sujet et lui-même, ou le sujet et l'autre, ou le sujet et le décor. Tu vois, ce qui serait la deuxième modalité. Enfin, toutes les modalités sont réquisitionnées. Elles mettent toutes si tu veux, en évidence un phénomène inactif quand même. Inactif, comment tu définirais ce qu'est un phénomène inactif? Parce que... Ben, si tu veux, c'est une synergie des deux. C'est une synergie des deux phénomènes qui vont faire émerger cet effet de présence qui va être ressenti par le sujet. Le sujet interactif. Est-ce que du coup, dans les rapports intersubjectifs... Cognition vivante. Hein. Voilà, cognition vivante et située, en fait, c'est ça. Voilà. C'est que c'est en même temps, ce soit... Oui, il y a un lieu, il y a un temps. On peut aborder, si tu veux, un des concepts sur lequel j'avais beaucoup travaillé, qui était le temps uchronique. Oui, j'y ai travaillé un peu. Ça, c'est assez différent. Dis-nous. Ça, c'est le temps que le temps s'entend, aux multitemporalités que peuvent nous ouvrir la simulation. Ça, c'est tout à fait passionnant. Et pour le moment, si tu veux, les artistes et les techniciens ne sont pas encore assez avancés. Encore que, par exemple, Philippe Fuchs dit très clairement, on peut vivre plusieurs types de temporalité, de causalité. Tu vois, on peut simuler toutes ces choses-là. Et pour le moment, c'est un univers extraordinaire à découvrir. Peut-être qu'on le laissera en friche, hein, et ça serait dommage, mais ça reste à découvrir. Donc, le temps uchronique, c'est le temps qu'on vit dans l'espace-temps de la simulation, qui est donc calculé, lui, hein, bien sûr, où le présent, le passé peut s'intriquer, se bifurquer, buissonner,
Tu peux répéter 100 fois, Recommencer, Et comme, itérer, Voilà. soit refaire la même chose, mais ça ne t'intéresse pas. soit faire Mais autrement. itérer et chaque fois reproduire. C'est ça, C'est des temporalités successives. Et tout ça, c'est à l'intérieur d'un temps plus général qui est la chronie. Chronie générale. Voilà. Figure-toi que mon premier... Qui enveloppe tout le monde, parce que c'est comme le réel enveloppe le virtuel. Et puis, c'est très difficile de manipuler si tu veux, des chronies différentes. Hein. Tu vois, au cinéma, tu peux inverser une bande. Hein, c'est déjà pas mal, c'est très intéressant. Mais tu peux faire 100 fois plus dans une situation. Tu peux bouleverser les causalités. Tu peux faire qu'un événement se produise avant ses effets, après son effet. En simulation. En simulation, oui. Ouais. C'est bien ce que montre Fuchs dans un article sur les possibilités de simulation temporelle. Et ça, les artistes ne sont pas encore saisis. Ils savent à peine ce que c'est que la simulation, pour la plupart. Bon, ne critiquons pas trop les artistes quand même. Je vais faire ma voix. Mais c'est vrai, ils sont... puis aussi, c'est que ces possibilités sont rares quand même. Ça demande des techniques, ça demande une complicité avec les scientifiques et les techniciens. Que beaucoup d'initiatives sont faites dans ce sens. Je vois une bonne évolution du rapprochement art, technologie et sciences. Mais l'intention, le projet, va moduler fortement cet effet d'émergence. Hein. Par exemple, il va être différent dans un dispositif à vocation artistique. On ne va pas chercher l'effet pragmatique, ni un peu l'effet ludique, parce que c'est difficile de séparer ce qui est esthétique et ce qui est ludique. Dans un jeu, par exemple, là encore, on aura un effet complètement différent selon la nature du jeu. Donc la présence va fonctionner différemment. D'accord. Hein, ça va être... Là, j'ai repensé à ça à propos de la classification de Kaiwa, qui fonctionne bien, je trouve. Hein. Tu vas avoir des jeux d'agone, tu vois, avec des temporalités qui sont vraiment, si tu veux, métriques, tu vois, parce que ça va te permettre d'arriver à une action précise, on va gagner ou pas, on va accumuler un nombre de points, etc. Tu as les jeux de Mimicry, jeux de rôle. Ouais. Mimicry, c'est les jeux de rôle. Alors là, ils sont plus souples, tu vois, les temporalités deviennent beaucoup plus subjectives. Les jeux de Mimicry sont à observer, toutes les relations avec les avatars sont à reprendre, enfin peut-être que c'est fait, hein, sont à reprendre du point de vue Mimicry, je trouve ça éclairerait beaucoup. Et tu as aussi, donc, tu as Vertige, les jeux de Vertige. Les jeux de Vertige, où alors là, on tombe dans la transe. Ouais. Et qui n'est pas la transe esthétique, qui n'est pas l'effet de... Si tu veux, une chose à laquelle je tiens assez, c'est le concept d'hybridation, que j'ai formulé au début des années 80, à propos de l'image, décomposition de l'image en pixels, etc., possibilité d'atteindre le plus petit élément formel de l'image, qui nous a permis donc de faire des mélanges entre images, et puis de faire des mélanges entre l'image et le texte, parce que le texte aussi, il pouvait être broyé, il pouvait être pulvérisé, entre la musique et l'image, etc. Et après, on est passé à une hybridation supérieure, qui est une hybridation avec les mouvements, parce que les mouvements aussi, dans l'interactivité. Hein. Tu rentres un geste, mais ce geste, c'est quoi? C'est une suite de paramètres, c'est une suite de données. Hein, et ces données, elles peuvent se mêler avec n'importe quelle donnée. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que c'est la première fois qu'on rentre dans une machine, que l'être humain rentre dans une machine. S'hybride totalement avec une machine. En plus, alors après, tu as encore des choses, des hybridations successives, des hybridations de machines, donc, qui suivent, et des hybridations, enfin, qui peuvent être au sommet, c'est l'hybridation technique-langage. Technique-langage. Puisque l'ordinateur, c'est quoi? C'est une concrétion
de hard et de soft, hein, de matière technique et de symboles, de symboles organisés. Tu vois. Et ce concept de l'hybridation, il a, si tu veux, parce que c'était imposé, c'est pas moi qui l'ai imposé, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais il a explosé, mais du fait de la technique, parce que c'est la technique qui nous a montré que tout s'interpénétrait. Bien sûr, c'est évident. Elle rentre sous différentes formes. Elle rentre sous différentes formes, elle rentre... là, on est on a plein d'expériences qui vont dans ce sens, hein, avec des microdispositifs, etc. On va faire rentrer directement ou indirectement par des relais spéciaux mettre une communication qui aille de la machine plus ou moins directement au cerveau. Puisque maintenant on anime des paralytiques, on refait fonctionner des muscles en stimulant artificiellement. Donc il y a un double aspect. Mais précisément, là c'est amusant parce que tu me réponds sur le plan très concret de la machine qui rentre dans le corps humain, ah oui, alors que moi j'étais plutôt au niveau de la logique. Machine mentale. Oui, c'est-à-dire comment l'être humain incorpore mentalement, enfin comment il assimile cognitivement le fonctionnement des machines. L'effet technesthésique, voilà, c'était d'une certaine manière, hein, qui va se traduire. L'effet technesthésique, il est physique, il est sensorimoteur, etc. Mais il va se traduire par des états mentaux. Et une incorporation, quelque part. Une incorporation, de la logique machine. C'est-à-dire, ça change, oui, je suis tout à fait d'accord avec ta remarque. Ça change autant le cerveau que nos cerveaux changent les machines. C'est-à-dire, là encore, il y a une émergence. Oui, mais peut-être ça s'est accéléré, justement, tu dis qu'à un moment, on a pu rentrer dans les machines. C'est-à-dire que les machines rentrent, disons les machines un peu classiques comme la perspective, rentrent en toi, d'une certaine manière, où tu peux rentrer dans cette perspective. Des machines numériques, là. Voilà, et avec les machines numériques, accéléré, ce phénomène s'accélère à fond, voilà. parce qu'effectivement, et il fait cette hybridation, voilà, il fait encore rentrer beaucoup plus de choses. Mon domaine est toujours celui de l'art, hein. Donc je travaille sur ce que les avatars, les robots, les automates ont changé depuis les Grecs, hein, et de nos jours en particulier avec ces nouvelles technologies. Et bon, je vais un peu plus loin puisque mon hypothèse, si tu veux, c'est que les arts vivants, à partir du moment où il y a cette externalisation des processus cognitifs dans des êtres robots, avatars, etc., hein, fonctionnent comme si ils avaient pour effet inconscient de nous préparer à une cohabitation, si tu veux, à frayer avec ces êtres. Mon idée, c'est pas que les robots vont être meilleurs, etc., ni que ce seront toujours des esclaves. La nécessité qui me semble donc se profiler, c'est la cohabitation. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on cohabite déjà avec des ordinateurs. Hein. C'est à l'heure actuelle, on cohabite avec des machines aussi. Ça, si on veut étendre l'idée, ça serait cette cohabitation. Et je pense que l'art peut jouer un rôle important pour améliorer dans ce sens, pour nous apprivoiser avec cette nouvelle espèce. Moi, je considère que c'est une nouvelle espèce. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à considérer tous ces êtres artificiels comme cette espèce. Il faut l'apprivoiser, il faut ni la dominer. Mais d'ailleurs, c'est Simondon lui-même qui dit dans ses premières pages, ne soyons pas racistes avec les machines. Absolument. Il spéciste, oui, c'est comme ça qu'il ouvre. Et considérer les machines de l'époque, qui n'étaient pas grand-chose déjà, les années 60. Hein, il a pris ça dans les années 60. Ça a commencé. Les exemples qu'il donne, c'est l'extraction d'une racine carrée. Alors il y a plus, non. Tu vois, mais déjà, bon, il disait c'est des êtres. Plus des machines, c'est des êtres.